السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مرحبا بكم مجددا. ألتقي بكم في هذه القراءة الصوتية كتاب لونفون دو ماريا مونتيسوري. إذا وصلنا إلى صفحة 149 les déviations chapitre بعنوان les déviations. En observant les caractères qui disparaissent dans le retour à la normale, on est surpris de constater qu'il s'agit de la presque totalité de ceux que l'on connaît chez les enfants. Non seulement les défauts, mais aussi ce que l'on prise d'ordinaire. Non seulement le désordre, la désobéissance, la vivacité, la gourmandise, l'égoïsme, la dispute, le caprice, mais aussi ce qu'on appelle l'imagination, la soumission, le jeu, etc. Et même ce que l'on a scientifiquement étudié est reconnu comme étant propre à l'enfance, tels que l'imitation, la curiosité, l'inconstance, l'instabilité. Cela revient à dire que la nature de l'enfant, telle qu'on la connaissait, n'est qu'une apparence qui en masque une autre. La nature primitive est normale. Cette constatation n'a d'ailleurs rien de nouveau. La double nature de l'homme a été perçue dans l'Antiquité la plus reculée, celle de l'homme à sa création et celle de l'homme déchu. En effet, la déchéance de l'homme a été attribuée à une erreur qui a affecté l'humanité entière. Et l'on a même souligné que l'erreur en soi était futile, disproportionnée à l'immensité de ses conséquences. Mais elle représentait un éloignement de l'esprit créateur, éloigné des lois assignées par la création. L'homme est devenu comme une barque à la dérive, sans défense contre les obstacles de l'ambiance, ni contre les illusions de son intelligence. Il y a une rencontre curieuse entre cette conception philosophique de la vie et les faits illustrés par l'enfant. Il faut bien peu de choses pour le faire dévier. Ce qui s'insinue sous les traits de l'amour et de l'aide provient au fond de la cécité de l'adulte, de son égoïsme inconscient qui est véritablement une puissance diabolique déployée contre l'enfant. Mais l'enfant renaît toujours frais, pourtant intact en lui le plan sur lequel l'homme devrait se développer. Si le retour à la normale est lié à un fait déterminé et unique, c'est-à-dire la concentration de l'enfant en une activité motrice qui le met en rapport avec la réalité extérieure, on peut bien supposer qu'à l'origine de toutes les déviations, il n'y a également qu'une raison, c'est que l'enfant n'a pu réaliser le plan primitif de son développement à l'âge de sa formation, quand l'incarnation devait faire éclater son énergie en puissance. La possibilité de réduire une multitude de conséquences à un fait unique, simple et clair, démontre que leur origine se place à une période primitive de la vie, où l'homme c'est encore un embryon spirituel, et l'unique, l'imperceptible cause peut déformer tout l'être qui en dérive. Les fuites, un autre chapitre, les fuites. Pour arriver à interpréter les déviations, il faut se souvenir que dans le concept de l'incarnation, l'énergie psychique doit s'incarner dont le mouvement est constitué la personnalité agissante. Si l'unité n'a pu se réaliser à cause de la substitution de l'adulte à l'enfant ou à cause du manque de motifs d'activité dans l'ambiance, les deux éléments sont forcés de se développer séparément et l'en résulte l'homme déséquilibré. Si dans la nature rien ne se crée, rien ne se perd, il faut bien que les énergies se développent. Ce qu'elles font en dehors du but assigné par la nature. Elles se développent en déveillant. Intelligence,
qui aurait dû se construire à travers les expériences du mouvement, fuit vers la fantaisie. Elle vagabonde entre des images et des symboles. Les enfants qui présentent ces caractères font preuve d'une mobilité continuelle, irréprémable, désordonnée et sans but. Leurs actions restent incomplètes parce que l'énergie passe à travers eux sans pouvoir se fixer. L'adulte punit leur turbulence ou bien la tolère patiemment, mais il admire et encourage cette fantaisie en la considérant comme de l'imagination, de la fécondité, de l'intelligence enfantine. Il faut remarquer qu'une partie du matériel, il faut remarquer qu'une partie du matériel de Froebel favorise le développement de ce symbolisme. Il incite l'enfant à découvrir dans les petits cubes et dans les barres réunis de façon différente des ressemblances avec les chevaux ou avec des châteaux ou avec des trônes de princes. En fait, le symbolisme de l'enfant l'amène à se servir de certains objets comme de boutons électroniques qui déclenchent le mirage fantastique de l'esprit. Un bâton est un cheval, une chaise est un train, un crayon un avion. Et voilà pourquoi les jouets offerts aux enfants ne permettent pas une activité réelle, mais ne font naître en eux que des illusions. Et ce ne sont que des images imparfaites et stériles de la réalité. Les jouets semblent en effet être la représentation d'une ambiance inutile, qui ne peut conduire à aucune concentration de l'esprit et ne présente aucun but. C'est tout simplement donner des objets à un esprit pour favoriser son vagabondage dans l'illusion. Et l'activité des enfants s'éveille aussitôt comme si un souffle animateur faisait naître une petite flamme dans un brassier qui couvait, qui couvait sous dans un brasier qui couvait sous la cendre. Mais cette petite flamme s'éteint et le jouet est répudié. Les jouets sont pourtant tout ce que l'adulte a trouvé pour l'esprit de l'enfant, en cherchant à lui donner un matériel où il put exercer librement son activité. L'adulte, en effet, ne laisse l'enfant libre que dans ses jeux et même seulement avec ses jouets. Il est convaincu que ceci constitue l'univers dans lequel l'enfant trouve le bonheur. Et il n'est jamais sorti de là. L'enfant se fatigue facilement des jouets, souvent les casse, mais l'adulte est resté généreux et libéral sur ce chapitre, donnant à leur distribution la valeur d'un rite. C'est l'unique liberté que le monde des adultes ait concédée à l'homme, à l'âge vénérable de l'enfance, à l'époque où devraient se fixer les racines de la vie supérieure. Ces enfants déviés sont considérés surtout à l'école comme très intelligents, mais indisciplinés et désordonnés. Dans nos ambiances, ils se virent tout à coup sur un travail. Alors le vagabondage d'esprit et le désordre des mouvements disparaissent à la fois en un enfant calme et serein, pris par la réalité, opère son élévation dans le travail. Le retour à l'état normal est en train de s'accomplir. Les organes moteurs sont sortis du chaos à l'instant où ils ont réussi à obéir à leur guide intérieur. Dès lors, ils deviennent l'instrument d'une intelligence avide de connaître et de pénétrer la réalité de l'ambiance. Ainsi, la curiosité errante se transforme en un effort pour acquérir des connaissances. La psychanalyse a reconnu le côté anormal de l'imagination et du jeu, et dans une lumineuse interprétation, les a rattachés aux fuites psychiques. Fuir, c'est se sauver, c'est se réfugier et souvent se soustraire à une tyrannie, ou bien c'est une défense subconsciente du moi qui fuit une souffrance et un danger, et qui se cache sous un masque. Les barrières. Les maîtres constatent que les enfants à imagination vive ne sont pas comme on aurait pu s'y attendre.
parmi ceux qui réussissent le mieux à l'école. Ils réussissent rarement ou pas du tout. Personne pourtant ne se doute que leur intelligence est déviée. On pense simplement qu'un esprit créateur ne peut s'adapter à l'existence pratique. C'est la preuve la plus évidente que chez l'enfant dévié, il y a une diminution d'intelligence, puisqu'il n'est pas en possession de celle-ci et qu'il ne peut être maître de son développement. C'est le cas non seulement quand l'intelligence a fui vers le monde des illusions, mais encore quand elle est réprimée ou éteinte par le découragement, c'est-à-dire réfugiée au-dedans de l'être. Le niveau de l'intelligence moyenne des enfants déviés est inférieur à celui de l'intelligence des enfants revenus à la normale. La faute en incombe aux déviations qu'on pourrait comparer imparfaitement à des luxations. On conçoit la délicatesse du traitement qui serait nécessaire pour replacer l'enfant dans la norme. On emploie au contraire l'agression directe dans l'enseignement intellectuel aussi bien que dans la correction du désordre. Une intelligence déviée ne peut être contrainte à un travail forcé. À un travail forcé sans rencontrer ou même sans provoquer un phénomène psychologique de défense. Il ne s'agit pas de cette défense connue désormais en psychologie et qui est rattachée aux actes extérieurs, tels que la désobéissance ou la paresse. C'est au contraire une défense psychique tout à fait indépendante de la volonté. C'est un phénomène absolument inconscient qui empêche de recevoir et de comprendre. Les psychanalystes l'ont appelé du nom éloquent de barrière psychique. Les autres devraient les connaître. C'est une espèce de rideau qui descend sur l'esprit de l'enfant et le rend toujours plus sourd et plus aveugle psychiquement. C'est comme si le subconscient disait au monde extérieur: vous parlez mais je n'écoute pas, vous répétez mais je n'entends pas. Je ne peux pas construire mon univers parce que je suis en train de construire une muraille de défense afin que vous ne puissiez plus pénétrer. Cette œuvre lente de défense prolongée amène l'enfant à agir comme si ses facultés naturelles étaient perdues et il n'est plus question de bonne ou mauvaise volonté. Les maîtres, en présence d'enfants qui ont des barrières psychiques, les jugent peu intelligents, incapables de comprendre certaines matières telles que les mathématiques ou enregistrent une impossibilité à corriger leur orthographe. Si les barrières s'opposent à beaucoup de matières scolaires ou même à toutes, on peut prendre les enfants intelligents pour des déficients et quand ils ont redoublé plusieurs fois leur classe, ils risquent d'être relégués définitivement avec les enfants arriérés. Le plus souvent, la barrière psychique n'est pas impénétrable, mais elle s'entoure de défenses avancées, connues en psychanalyse sous le nom de répugnance. Répugnance à une discipline particulière, et puis répugnance à un genre d'études, à l'école, à la maîtresse, aux camarades. Il n'y a plus d'amour ni de cordialité jusqu'au moment où l'enfant en arrive à avoir peur de l'école. Et alors, il est complètement isolé. Rien n'est plus courant que de porter toute sa vie le poids d'une barrière psychique construite dans l'errance. La répugnance, caractéristique que beaucoup d'individus conservent toute leur vie, pour les mathématiques, on y a un exemple. Cela ne se borne pas à une incapacité à comprendre. Un obstacle intérieur se dresse au seul nom de la matière en question et suscite la fatigue avant de permettre à l'activité de s'exercer. J'ai connu une petite jeune fille italienne assez intelligente qui faisait des fautes d'orthographe vraiment inconcevables, étant donné son âge et sa culture. Toute tentative de correction était inutile.
Les exercices semblaient augmenter les fautes. La lecture des classiques restait sans effet. Un jour, à ma grande stupéfaction, je la vis écrire en un italien correct et pur. Il est certain que le langage en italien correct et pur, il est certain que le langage correct existait en elle, mais une force occulte le gardait prisonnier et projetait à l'extérieur une pluie d'erreurs. Guérison. Un nouveau chapitre intitulé Guérison. On pourrait se demander lequel des deux phénomènes de déviation fuite aux barrières est le plus grave. Dans nos écoles, les fuites dans l'imagination et dans le jeu se sont montrées les plus faciles à guérir. En effet, si quelqu'un fuit d'un endroit parce qu'il n'y a pas trouvé ce dont il avait besoin, on peut toujours le faire revenir en changeant les conditions de l'ambiance. Un des phénomènes le plus souvent observés dans nos écoles est la rapidité des transformations de ces enfants désordonnés et violents, qui semblent brusquement revenir d'un monde lointain. La transformation du désordre en travail n'est pas seulement une apparence extérieure, c'est un changement profond qui se présente sous un aspect de sérénité et de satisfaction. Les déviations disparaissent comme spontanément, c'est une transformation naturelle. Et pourtant, si la déviation n'avait été redressée pendant l'enfance, elle pouvait accompagner l'individu pendant toute sa vie. Bien des adultes, dont on croit l'imagination riche, n'ont en réalité que des sentiments vagues et ne font qu'effleurer des réalités sensorielles. Ce sont des personnes dites à tempérament imaginatif qui sont désordonnées, admirant facilement la lumière, le ciel, les couleurs, les fleurs, les paysages, la musique, est sensible aux choses de la vie comme à un roman, mais elle n'aime pas réellement la lumière qu'elles admirent, et serait incapable de s'arrêter un instant pour la connaître. Les étoiles inspiratrices ne sauraient retenir leur attention pour leur enseigner la moindre connaissance astronomique. Elles ont des tendances artistiques, mais aucune production artistique ne vient d'elles, parce qu'aucun approfondissement technique ne leur est possible. Elles ne savent généralement que faire de leurs mains, ne peuvent ni les tenir tranquilles, ni les faire agir. Elles touchent nerveusement aux choses et souvent les cassent, déchirent distrairement les fleurs tant admirées et ne peuvent rien créer de beau, ne sachant où trouver la poésie réelle du monde. Elles sont perdues si personne ne les sauve, puisqu'elles confondent leur faiblesse organique, leur incapacité avec un état supérieur, cet état qui prédispose à de véritables maladies psychiques, à ses origines, aux racines même de la vie, à l'âge où la confusion est le plus facile et où la vie entravée provoque des déviations imperceptibles au début. Par contre, les barrières sont beaucoup plus dures à vaincre, même chez les enfants petits. Il s'agit d'une construction intérieure qui ferme l'esprit et le cache pour le défendre au monde. Un drame occulte se développe derrière ces barrières multiples qui le plus souvent euh, isolent de tout ce qui est beau, de tout ce qui apporterait richesse et bonheur. L'étude, les secrets de la science et les mathématiques, les finesses fascinantes d'une langue immortelle, la musique, de tout ce qui est désormais l'ennemi, dont il faut se défendre. Une singulière transformation de l'énergie projette des ténèbres qui recouvrent tout ce qui serait un objet d'amour et de vie. Les études sont un ennui et donnent une aversion pour le monde, au lieu de préparer à y participer. Les barrières, ce mot suggestif fait penser aux défenses dont l'homme avait entouré le corps de l'enfant, avant que l'hygiène n'ait indiqué une manière de vivre plus saine.
Les hommes l'avaient défendu du soleil, de l'air et de l'eau, en le mettant à l'abri de murs imperméables à la lumière, en fermant des fenêtres déjà trop petites, en le couvrant de lourdes robes superposées comme des pelures d'oignons, interdisant au port de la peau les échanges de l'air purificateur. L'ambiance physique était une véritable barricade contre la vie. On voit également sur le plan social des phénomènes qui font penser aux barrières. Pourquoi les hommes s'isolent-ils les uns des autres? Pourquoi chaque groupe familial s'enferme-t-il avec une telle répugnance envers les autres groupes? La famille ne s'isole pas pour jouir d'elle-même, mais pour se séparer des autres. Ce ne sont pas des murailles élevées pour garder l'amour, ce sont des défenses insurmontables, plus puissantes que les murs de la maison, de même que celles qui séparent les castes sociales et les nations. Les frontières internationales ne sont pas destinées à grouper des individus unis et uniformes, à les garder libres, à les défendre contre le danger. C'est une anxiété d'isolement qui renforce chaque jour ces barrières de nation à nation, entrave la circulation des individus et de leurs produits. Pourquoi agir ainsi, puisque la civilisation se fait à travers l'échange? Les barrières sont sans doute pour les nations aussi un phénomène psychique qui est la conséquence d'une grande souffrance, d'une grande violence. La douleur s'est organisée et elle a été si immense que la vie des nations s'est contractée derrière les barrières toujours plus terribles et plus enracinées. L'attachement. Certains enfants obéissants dont les énergies psychiques ne sont pas assez puissantes pour fuir, s'attachent à l'adulte, qui substitue son activité à la leur. Ils vivent ainsi dans une entière dépendance. Le manque d'activité est cause qu'ils se plaignent toujours de quelque chose. Ils ont l'air de petits souffreteux et sont considérés comme des êtres délicats dans leurs sentiments et sensibles dans leurs affections. Ils s'ennuient dans le savoir et ont recours aux adultes parce qu'ils ne sont pas capables d'échapper à l'ennui qui les opprime. Ils s'attachent toujours à quelqu'un comme si leur vitalité dépendait des autres. Ils demandent à l'adulte de les aider, de jouer avec eux, de leur raconter des histoires, de leur chanter des chansons, de ne jamais les laisser. Seul l'adulte devient l'esclave de ces enfants-là. Ils semblent se comprendre et s'aimer, mais une obscure dépendance les enchaîne tous deux, de continuels pourquoi se suivent comme poussés par une angoisse de connaître. Mais en observant bien, on s'aperçoit que les questions se succèdent avant même d'avoir reçu leur réponse. Ce qui paraît être une curiosité de savoir est en réalité chez ces enfants un moyen de tenir en haleine la personne dont ils ont besoin pour les soutenir. Celle-ci trouve d'ailleurs facile de substituer sa propre volonté à celle de l'enfant qui cède docilement, et ainsi l'enfant sombre dans ces dangers successifs que sont l'inertie, l'oisiveté, la paresse. Un tel état de choses que l'adulte accueille favorablement parce qu'il ne contrarie pas sa propre activité est en réalité l'extrême limite que peut atteindre cette déviation. Qu'est-ce que la paresse? C'est une dépression survenue dans l'organisme spirituel. C'est, si l'on veut, la déchéance des forces psychiques chez un être gravement malade. Au point de vue psychique, c'est la dépression des énergies vitales et créatrices. L'adulte a fait rétrograder l'enfant, lui a imposé ses aides inutiles, s'est substitué à lui, il l'a suggestionné et atteint son âme et a éteint son âme
s'en apercevoir. La possession. Il existe aussi bien chez le tout petit enfant que chez l'enfant redevenu normal cet élan qui l'incite à faire l'effort, d'agir lui-même. Son attirance pour l'ambiance n'est pas chose indifférente, c'est un amour pénétrant à un besoin vital, qu'on pourrait comparer à la faim. L'être qui a faim est poussé par une force qui lui fait chercher sa nourriture. Ce n'est pas par un raisonnement logique, il ne se dit pas, il y a longtemps que je n'ai mangé, sans manger, on ne peut être fort ni vivre. Il est donc nécessaire que je cherche des aliments et que je les mange. Non, la faim est une souffrance qui pousse irrésistiblement vers l'aliment. L'enfant éprouve cette espèce d'appétit qui l'entraîne vers l'ambiance pour y chercher les éléments capables de nourrir son esprit. Et l'activité le nourrit. Comme des enfants nouveau-nés, nous aimons le lait spirituel. C'est dans cet élan, dans cet amour, que se trouve la caractéristique de l'homme. L'élan qui pousse l'enfant à aimer l'ambiance l'entraîne à une activité constante, entretient un feu continu comparable à la combustion des éléments du corps en contact avec l'oxygène et qui conserve la tiédeur douce et naturelle du corps vivant. Dans cette, dans cette possibilité de vie psychique, tout reste faible chez l'enfant. Tout dévie, se ferme, il devient cet être impénétrable, énigmatique, vide, incapable, capricieux, ennuyé, ennuyé, hors la société. Son attention n'est attirée que par les choses qu'il désire posséder. Voilà qui est facile et pour cela la lumière intellectuelle et l'amour deviennent bien inutiles. L'énergie des vies, je veux, dit l'enfant, en voyant une montre en or sur laquelle il ne sait pas lire l'heure. Non, c'est moi qui la veux, dit un autre enfant prêt à la casser et à la rendre inutilisable à seule fin de la posséder. Et c'est ainsi que commence la compétition et la lutte destructrice. Presque toutes les déviations morales sont les conséquences de ce premier pas qui doit décider entre l'amour et la possession et qui peut conduire à deux chemins divergents avec toute la force de la vie. L'activité de l'enfant se projette à l'extérieur comme les tentacules d'une pieuvre pour étreindre et détruire les objets saisis par un autre. Le sentiment de la propriété l'attache aux choses et les lui fait défendre comme il défendrait sa propre personne. Les enfants plus forts se battent avec d'autres pour garder ce qui leur appartient. Ils se querellent continuellement entre eux parce qu'ils veulent posséder le même objet et parce que chacun désire celui de l'autre. Et voilà l'origine de réactions bien différentes de l'amour et dont l'explosion engendre la lutte et la guerre pour un rien. Ce n'est pas en réalité pour un rien, c'est pour un fait très grave. Il y a déplacement, obscurcissement de ce qui devait être. Il y a une énergie déviée. C'est donc un mal intérieur et non l'objet convoité qui fait agir. On a tenté une espèce d'éducation morale en exhortant l'enfant à ne pas s'attacher ainsi aux choses extérieures. Et cet enseignement se base sur le respect de la propriété d'autrui, mais quand l'enfant en est arrivé là, c'est qu'il a déjà passé le pont qui sépare l'homme de la grandeur de sa vie intérieure. Et c'est pour cela qu'il concentre son désir sur les choses extérieures. Le germe s'est si bien insinué dans son âme qu'on le considère comme un caractère propre à la nature humaine. Les enfants au caractère semi ont une manière différente de posséder, qui n'est pas belliqueuse
Ils accumulent et cachent des objets, ce qui les fait passer pour des collectionneurs. La véritable collection est pourtant bien différente, qui classe les objets au moyen de connaissances. Il s'agit ici, au contraire, d'enfants qui accumulent les objets les plus divers et qui n'ont que faire des uns ni des autres. La pathologie décrit une manie de collectionner vide et illogique, déterminée par une anomalie psychique. On ne la trouve pas seulement chez des hommes dont l'esprit est malade, mais aussi chez des enfants délinquants qui ont souvent les poches pleines d'objets inutiles et disparates. La manie qu'ont des enfants faibles de caractère de collectionner est un peu du même genre, mais on la trouve tout à fait normale. Si quelqu'un si quelqu'un leur prend les objets, si quelqu'un leur prend les objets ainsi accumulés, ces enfants se défendent comme ils peuvent. Le psychanalyste Adler compare ces manifestations à l'avarice qu'on trouve chez l'adulte et que l'on peut déceler en général chez l'enfant. Ce phénomène par lequel l'homme s'attache à des choses qu'il ne veut pas céder, même si elles lui sont inutiles, est un poison étranger à l'équilibre fondamental. Les parents se complaisent à voir leurs enfants défendre leurs biens. Ils y reconnaissent la nature humaine, le lien qui les rattache à la vie sociale. Et les enfants conservateurs et accumulateurs sont des images de l'humanité intelligible à la société. Le pouvoir. Le pouvoir. Un autre caractère de déviation qui s'associe au désir de possession est le désir du pouvoir. Il y a une sorte de pouvoir, acquis par l'instinct de domination, qui consiste à prendre possession du monde extérieur grâce à l'amour de l'ambiance. Mais le pouvoir est une déviation quand, au lieu d'être le fruit de conquêtes qui édifient la personnalité, il consiste à s'emparer des choses. L'enfant dévié se trouve devant l'adulte, qui est pour lui l'être puissant par excellence, qui dispose de toutes choses. Il comprend que son pouvoir serait grand s'il pouvait agir à travers lui. Et alors, il commence une campagne d'exploitation pour obtenir de l'adulte bien plus que ce qu'il pourrait se procurer par lui-même. Ce processus est parfaitement compréhensible. Il s'insinue fatalement chez tous les enfants, si bien qu'il est considéré comme le fait le plus courant et le plus difficilement corrigible. C'est le caprice classique. Il est logique et naturel qu'un être faible, incapable et prisonnier, ayant découvert qu'il pouvait contraindre un être puissant et libre à lui procurer des avantages, cherche à les obtenir. Et l'enfant commence à avoir des exigences supérieures à celles que l'adulte trouverait équitables. En fait, ce désir est sans limite. L'enfant déraisonne. Pour lui, l'adulte est le géant qui pourrait réaliser les désirs de ses rêves flottant dans une atmosphère éblouissante. Un tel sentiment a sa pleine réalisation dans les contes de fées qui reflètent le roman de l'âme enfantine. Dans ces histoires, les enfants entendent exalter de façon attrayante leurs désirs obscurs. Quand on a recours aux fées, on peut obtenir des faveurs qui dépassent fantastiquement les puissances humaines. Il y a de bonnes et de méchantes fées, il y en a des jolies et des laides. On peut les rencontrer sous l'aspect de pauvres femmes ou de personnes riches. Il y en a dans les bois comme dans les palais enchantés. Cela semble exactement la projection idéalisée de l'enfant vivant au milieu des adultes. Il y a des fées vieilles comme les grands-mères et jeunes et belles comme les mamans. Il y a des fées habillées de ayants et des fées vêtues d'or, comme il y a des mamans pauvres et des mamans riches avec de splendides robes de soie et toutes gâtent les enfants. L'adulte, aussi bien misérable qu'orgueilleux, est toujours un être puissant par rapport à l'enfant.
c'est bien que celui-ci commence dans la réalité de la vie cette exploitation qui se termine dans une lutte en principe douce parce que l'adulte se laisse vaincre et qu'il cède pour avoir le plaisir de voir son enfant heureux et satisfait. Oui, l'adulte empêchera son enfant de se laver les mains seul, mais il le soutiendra certainement dans sa manie de possession. Pourtant, l'enfant, après une première victoire, on cherchera une seconde. Et plus l'adulte cède, plus l'enfant est exigeant. Et l'amertume succède à l'illusion que s'était faite l'adulte de le voir satisfait. Et comme le monde matériel a des limites rigoureuses, alors que l'imagination erre à l'infini, le mouvement arrive du choc, de la lutte violente, et le caprice de l'enfant devient la punition de l'adulte. D'ailleurs, celui-ci se reconnaît tout de suite coupable et dit j'ai gâté mon enfant. L'enfant se met à aussi sa manière de vaincre. Il agit par la tendresse, la plainte, la prière, par sa mélancolie, les attraits de sa grâce auxquels l'adulte cède jusqu'à ce qu'il ne puisse plus donner. Alors arrive cette insatisfaction qui amène toutes les déviations. L'adulte réfléchit et s'aperçoit enfin qu'il a maladroitement traité son enfant, jusqu'à avoir développé des vices, et il cherche comment faire machine arrière pour le redresser. Mais on sait que rien ne peut corriger le caprice de l'enfant. Aucune exhortation, aucune punition n'est efficace. C'est comme si l'on faisait un discours à un homme qui aurait la fièvre pour lui démontrer qu'il vaut mieux être bien pourtant, en le menaçant du bâton pour faire tomber la température. Non, non, ce n'est pas quand il a cédé à l'enfant que l'adulte l'a gâté, c'est quand il l'a empêché de vivre et qu'il l'a fait dévier. أوكي يعني أتوقف هنا وأكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة الصفحة 168. ما باقيش بزاف، واحد 30 صفحة نكملوا الكتاب. السلام عليكم.